Bonsoir à tous, voilà, j'espère que vous allez bien. Salut David, on est toujours là, mardi, en direct à 19h sur Twitch et en replay sur YouTube et sur vos applis de podcast par la suite. Bonjour à tout le monde dans le chat, bonjour la commu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a encore des sujets très sympas à aborder, on va parler pas mal de jeux vidéo pour le coup, mais pas seulement. Et je sais que depuis notre dernière émission, David, t'avais envie, t'avais besoin de parler un petit peu d'une certaine télé-réalité que t'avais rattrapée, si je me trompe pas. Oui, bah du coup j'ai regardé Too Hot to Handle, hein, que tu m'avais recommandé 2 téléréalités, il y en avait une qui m'intéressait plus que les autres. D'ailleurs j'ai vu entre-temps, parce que j'ai parlé dans le live, je disais que ça me faisait penser à l'épisode de Seinfeld, The Contest, et je crois que c'est plus ou moins officiel en fait. Enfin, il revendique cette inspiration, genre s'ils le disent sur la page Wikipédia ou je sais plus où. Ouais, alors c'était sympa. Moi, j'ai trouvé ça. Donc, j'ai regardé tous les épisodes. Il y a 8 épisodes. J'ai trouvé ça un peu lent quand même. C'est-à-dire que t'as quand même des épisodes entiers qui se passent sur raconter une séance de body painting, Oui. avec un mini drama. C'est un peu poussif. En fait, on se rend pas bien compte combien de temps il reste sur Un mois, normalement, dans les villégiatures. ils sont restés un mois en tout. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est pas un rythme qui est dingue. Et en même temps, c'est mieux qu'un Julien Tanti des Marseillais qui sort son carnet, son cahier des problèmes et qui va aller dire qu'un tel a embrassé un tel au Macumba samedi soir, quoi. Donc, c'est limite presque positif, je trouve que il n'y a pas tant de drama que ça, quoi, entre guillemets. Non, c'est assez soft en termes de drama, mais et ce qui est assez marrant, c'est notamment il y a la voix off qui commande pas mal et qui est assez marrante. Et donc voilà. C'était qui ton personnage préféré? Alors moi j'aimais bien l'anglais, je crois que c'était David. Harry? Non, David. Ah non, oui, Harry, David. il est australien. Ah oui, il est australien, c'est l'australien. Non, moi Ah j'aimais oui, bien j'aime pas lui. l'anglais tout simplement parce que bah déjà il a pas caché ses larmes à un certain moment, et puis il a été le bon pote des autres, je trouve. Même s'il est rentré un peu fort dans le jeu, je trouve que derrière ça a été un bon gars, quoi, un chic type. Et voilà, quoi. Toi t'as eu t'as un petit crush ou pas? Ouais, bah non, mais j'aime bien Chloé. Je la trouvais marrante. Elle surjouait le rôle un peu de la. Attends. Enfin, elle dit même explicitement, elle dit je suis un peu débile et tout. Mais en fait, elle avait l'air sympa et marrante. Chloé, c'est ça? Ouais, Ah, ok. Oui, effectivement. Après, malheureusement, elle se fait malmener par un sale type vers la fin de saison. Tous des connards. Non, mais bon, donc juste pour conclure sur ça, ça se regarde bien, c'est quand même assez sympa. Je trouve qu'ils sont inventifs. C'est effectivement plutôt bienveillant comme télé-réalité. Et enfin, c'est très Netflix. Netflix compatible, quoi. Et après, il y a un truc intéressant quand même, c'est dans l'esthétique de cette génération, c'est à quel point en fait Francesca, qui est une sorte de clone des Kardashian, s'impose forcément comme l'idéal de beauté, tu vois. Tout le monde se dit ah ouais, c'est vraiment, elle est trop belle, c'est la chef de meute parce qu'elle ressemble aux Kardashian, quoi. Je trouve ça assez marrant. Et ce qui était intéressant, mais ils en ont pas trop parlé, mais ils faisaient des petites blagues sur le fait qu'elle était végane, enfin pas des blagues méchantes ou quoi, mais je trouvais ça assez marrant. Et depuis sur les réseaux, elle en parle un peu plus sur comment elle a réussi à manger végane pendant le tournage, etc. Enfin c'était pas courant, je trouve, de voir dans des télé-réalités, même si c'était vraiment discret. Voilà, c'est juste que... Oui, parce que, et d'ailleurs, ça c'est un autre truc auquel je pensais, j'en discutais avec ma copine qui, elle est pas très fan de télé-réalité. Au début, elle voulait pas regarder, c'est-à-dire que le premier soir, justement, mardi dernier, après le live, je disais, ah tiens, on va regarder ça, et puis elle voulait pas, donc au final, on a regardé Le Tombeau des Lucioles. C'est pas du tout la même ambiance, ouais. Mais finalement, on a regardé ensemble et notamment, on se disait que
par rapport à il y a 20 ans, avec Love Story, où c'était vraiment des pionniers qui découvraient un nouveau genre, en fait, maintenant, la télé-réalité est super rodée à tel point que déjà, les gens qui y participent sont déjà des influenceurs avant d'y participer. Par exemple, Francesca, elle avait genre 300 000 abonnés sur Insta. Je crois qu'elle est à plus de 2 millions. Ouais, depuis les compteurs se sont affolés pour un peu tout le monde, mais surtout elle et Harry qui est un peu les vedettes de l'émission. Ouais, après ils bénéficient vachement du montage, je pense, de l'émission. Enfin, en tout cas, tout est fait pour elle. Oui, c'est sûr. Pour eux. Et mais en gros, du coup, ça s'inscrit dans une logique assez web, d'influenceurs web. Et ce que je trouve marrant, ça peut être de suivre un peu les retombées. Mais ça, t'en avais parlé justement dans un épisode de la première version de Disquette. De la télé-réalité et des influenceurs. Et donc là, par exemple, sur ces personnages, je trouve ça intéressant. Je crois que Chloé et une autre, l'Irlandaise, non, j'ai oublié le nom, vont faire un podcast sur des conseils un peu matrimoniaux, des trucs comme ça. Enfin, ils vont faire des formats internet un peu chacun de leur côté. C'est plutôt marrant. Ouais. Non, mais voilà, c'était pas dingue. Je sais que voilà, Mélodo n'a pas forcément beaucoup aimé, même si j'ai l'impression qu'elle reconnaît quelques petites qualités. Donc non, c'est cool. Alors Blopinou dit que l'image fait beaucoup plus propre, on sent que les candidats savent ce qu'on attend d'eux. Alors oui, effectivement, maintenant c'est vrai que les stars de télé-réalité, ils pensent au pendant, ils pensent à l'image que ça donne d'eux, ils pensent au nombre de followers qu'ils auront après, les partenariats, etc. C'est assez évident. Alors moi, de mon côté, j'ai regardé ce week-end, pas en direct, mais il y a eu un concert énorme qui s'est déroulé. C'est le concert de Travis Scott sur Fortnite. Et j'avais envie... C'est ça qu'on appelle le Woodstock des 2000. C'est ce qui donne le nom un peu à cet épisode, parce qu'on s'est dit, c'est un peu le Woodstock des 2000, ce qui s'est passé. Donc alors, effectivement, moi, je l'ai pas regardé en live, tout simplement parce que j'avais désinstallé Fortnite et j'avais pas envie de passer 4 heures à le retélécharger pour 10 minutes de concert, mais j'ai regardé tout presque les vidéos de replay parce que évidemment une fois que ça a été tourné, que c'était disponible quelque part, il y a eu des replays partout qui cumulaient là aussi des millions de vues. Selon Epic Games d'ailleurs, il y a eu plus de 12 millions de personnes qui l'ont regardé lors des différentes diffusions. Mais ça durait plus de 10 minutes, non ? Alors non, le show en lui-même durait à peu près 10 minutes. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, tu avais environ 30 minutes d'attente. Il fallait réserver sa place, tu allais sur l'événement in-game et progressivement, autour de toi, tu patientais avec les autres joueurs. Et donc, tu avais le show qui démarrait progressivement sous tes yeux. Et donc c'était vraiment en direct ? C'est-à-dire que lui était en train de faire quelque chose chez lui ? Non, c'était pas du tout en direct, pas comme quand il y avait déjà eu un concert de Marshmello il y a quelques temps, où là c'était, si j'ai bien compris et si mes souvenirs sont bons, c'était vraiment un direct. Là évidemment, puis en plus pour des raisons avec le coronavirus, etc., c'était compliqué de faire quelque chose en direct. D'ailleurs, apparemment, il y a un des gars d'Epic Games qui a dit que tout ça a été préparé depuis chacun chez soi en fait en confinement. Donc en gros, bon, je ne sais pas si c'est totalement vrai parce que je pense que ça prend quand même un peu plus de temps à dealer, à mettre en place, etc. Mais il y a une partie de ce live qui a été gérée et créée en confinement, donc ce qui est quand même assez impressionnant au vu du résultat. Et donc, il y a Mélodo dans le chat, elle dit un enfant de 9 ans m'a dit aujourd'hui que c'était une grosse déception car il n'y avait pas eu les promesses attendues liées au jeu. Alors, je veux bien que tu précises quand tu dis les promesses attendues liées au... Je comprends même pas la fin de la phrase non plus. Au jeu. Attendu. Ouais. Et parce que donc, en soi, la promesse c'était un concert live interactif dans la mesure du possible, mais avec évidemment les cosmétiques qui allaient, donc avec le skin, l'apparence de Travis Scott, avec des emotes, c'est-à-dire des mouvements
possibles. Il y avait la possibilité de se balader sur la map, etc. Parce qu'on le voit sur les images, Travis Scott était vraiment géant. Les joueurs ont été transportés dans différents univers, des trucs très colorés, des trucs sous-marins. À un moment, ils sont dans l'espace, ils volent. C'est assez difficile à décrire. Ce qu'on voit là dans les images, visuellement, c'est génial quand même. Oui, visuellement, c'est assez dingue. Et puis les gens essayaient de construire des rampes pour aller se rapprocher de lui, pendant que d'autres essayaient un peu de détruire. Enfin, il y avait un côté un peu chaotique dans le public. Et en même temps, tu pouvais pas mourir pendant le show, pour évidemment pas perdre une miette. C'est pas, il y a genre un gars qui tue tout le monde. Et alors pour répondre à Mélodo qui a précisé et à Blopinou, donc disait que apparemment il pensait que il devait y avoir une mise à jour du jeu en parallèle avec potentiellement une nouvelle ville qui apparaîtrait. Alors pour moi c'est deux événements un peu déconnectés, parce que effectivement il y avait eu déjà des événements mondiaux où il y avait notamment le Trou Noir qui avait tout aspiré, qui annonçait une nouvelle saison. Là c'était plus un événement in-game avec un concert temporaire sur une durée courte de quelques jours, avec plusieurs créneaux possibles, mais j'ai pas l'impression, enfin je l'avais pas compris comme tel, en tout cas comme l'arrivée d'un nouveau jeu. Peut-être qu'il y avait des rumeurs, mais c'est pas en tout cas moi ce que j'en avais compris. C'est ça, en fait il y a beaucoup de rumeurs souvent sur Fortnite, et comme il y a beaucoup de jeunes enfants qui y jouent et qui alimentent les rumeurs, et qui sont très intéressés par ces aspects événementiels. Souvent ça part il y a toute une mythologie par-dessus, et en fait il y avait, avant le Trou Noir qui était le changement de saison, il y avait eu un événement qui ressemblait plus à ça, et qui était un combat entre un kaiju et un robot géant, et en fait c'était séparé, c'est-à-dire il y avait eu l'événement visuel que tu pouvais voir dans le jeu, et deux, il y avait eu le truc du changement de saison, mais en fait je pense que c'est aussi pour des raisons techniques. Ils veulent pas, ça serait trop risqué de faire la mise à jour qui peut arriver avec des bugs, avec des machins, au moment où ils font un méga événement en live. Donc ils alternent, c'est plutôt les trucs qui vont marquer la fin de saison, et après je pense qu'il y aura peut-être une nouvelle saison qui va arriver ensuite, si on peut rassurer les enfants. Et puis en plus je pense, comme là c'était quelque chose de centré sur l'annonce d'un nouveau morceau de Travis Scott, peut-être que conjuguer les deux c'était pas forcément super bien amené, c'était peut-être pas ce qui avait été dealé de base dans tous les cas, quoi. Et puis de toute façon, imaginez gérer un changement de map, tout ça en pleine période de confinement. Déjà que là, je trouve que c'est une prouesse technique. Si en plus on va chercher ce genre de nouveautés. Mais oui, je suis d'accord, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de rumeurs qui traînent parmi les jeunes, comme nous à l'époque de Pokémon, où on pensait qu'il suffisait de déplacer un camion rouge pour choper Mewtwo ou Mew, quoi. Donc, mais comme dit Saladier dans le chat, attendez, mais ce qu'on voit là, c'est pour des enfants de 8 ans. Il y a une autre question, c'est effectivement, est-ce que Fortnite, c'est vraiment, le Fortnite tel que c'est maintenant, et qui continue à y jouer, est-ce que c'est vraiment le lieu le plus adapté pour Travis Scott? Est-ce que la compatibilité, tu penses que ça marche bien? Je pense que oui, parce que effectivement, sans parler de dire que c'est des enfants de 8 ans, je pense qu'il y a un public ado, collégien, lycéen, voire jeune, et surtout un public qui suit des streamers un peu plus âgés, etc. Enfin, je pense c'est bien joué de sa part, parce que, et puis même si c'est juste Fortnite, c'est pas juste Fortnite en fait. Il y a eu un nombre incalculable d'articles, de replays. PewDiePie, il en a fait une vidéo. Enfin, clairement, il a touché son audience, et plus que son audience, quoi. Le truc a été très bien accueilli. Effectivement, visuellement, c'est fou, quoi. C'est fou de se dire que y a ça qui a été proposé. Et ça m'a fait repenser un petit peu à ces séquences de quotidien où il se moquait. C'était d'une chanteuse virtuelle qui venait en concert à Paris. Ils allaient voir son public et ils disaient « Mais pourquoi vous payez pour une chanteuse qui n'existe pas ?» Ils se moquaient un peu d'eux. Je trouve que là, ce genre d'événement, ça permet aussi de faire basculer la notion de divertissement, de ce qui doit être réel, de ce qui doit être virtuel, etc. Il y a un changement de paradigme un petit peu que je trouve super intéressant, et voilà, il y avait un succès assez monstrueux. Et en fait,
si j'avais envie d'en parler aussi, c'est parce que ça m'a rappelé un article du Washington Post que je trouvais super intéressant sur le concept de metaverse. C'est-à-dire que, comme il l'explique, là, c'est Gene Park, un journaliste que j'aime beaucoup suivre et que je vous recommande de suivre sur les réseaux sociaux. Il dit, c'est un côté très futuriste, très un peu branlette, je pense aussi côté Silicon Valley, mais qui va forcément arriver. C'est en gros, c'est la prochaine version d'Internet. C'est un endroit, un espace virtuel qui est constamment disponible, actif, sans même que les gens aient besoin de s'y connecter. C'est un endroit où il y a sa propre économie, où il peut y avoir des jobs, des endroits d'achat et des médias à consommer. Et le but de l'article, c'était de dire qu'aujourd'hui, on en est encore très loin, mais que Fortnite, c'est ce qui s'en rapproche le plus actuellement. Ça fait écho au fait que Fortnite, c'est devenu un tiers-lieu, c'est un endroit où les jeunes se retrouvent pour discuter, c'est un réseau social, c'est un endroit où on consomme des médias, comme ce concert, comme l'extrait du dernier Star Wars qui avait été projeté, comme tout un tas d'autres événements de happening qui s'y déroulent. Il y a sa propre monnaie, entre guillemets. C'est là un endroit où il y a des stars qui viennent avoir leur personnage, où des gens, des anonymes deviennent aussi des stars. Enfin, et je trouvais ça super intéressant de se dire que Fortnite était en train de construire quelque chose qui déplaçait justement cette catégorie d'âge, ce cliché un peu des ados qui jouent sur Fortnite, et que je pense qu'ils essaient de construire quelque chose de bien plus large qu'un simple jeu vidéo, quoi. Et mais après, c'est un peu le serpent de mer de Second Life. oui, voilà, c'est viser ça à une époque. Oui, voilà, mais c'était à une époque et technologiquement, c'est vrai que. Et moi, le risque, enfin que je vois avec Fortnite, après l'histoire jugera, mais c'est que j'ai l'impression que c'est déjà un peu en déclin, quoi. En tout cas pour beaucoup de streamers et même de joueurs, même des joueurs pros. On commence à avoir de plus en plus de joueurs qui s'en éloignent. Tout ce qui avait été fait l'année dernière avec la Coupe du Monde, il n'y aura pas ça cette année. Et puis voilà, la grosse difficulté, c'est de maintenir l'attractivité du jeu pour effectivement devenir rester the place to be. Mais tu vois, mais là tu parles du jeu effectivement, mais si tu as les streamers jeux vidéo s'en désintéressent, mais que ça permet de ramener d'autres types de populations autour d'événements comme des concerts, des diffusions de films en avant-première ou ce genre de choses, je pense qu'effectivement ça peut devenir plus mainstream et sortir un petit peu de cette idée préconçue là. Enfin, je pense qu'il y a un truc à creuser. Après, effectivement, là, on est de l'ordre du fantasme. Hein. Pour l'instant, on n'y est pas du tout encore. Mais je trouve que la phrase de Netflix qui disait que son plus gros concurrent, c'était pas HBO ou quoi, c'était Fortnite, ça prend son sens. Et j'avais juste relevé une citation de l'article qui disait, en gros, je traduis très vilainement, mais pour l'instant... Fortnite, c'est le seul endroit où tu peux avoir un avatar de Hopper de Stranger Things qui twerk sur un avatar de Rey Skywalker. Et tu vois, et où tout ça est légal et a été négocié, dealé, etc. Et donc, c'est vrai que, tu vois, ça... Je sais pas, moi, je trouve que il peut se passer quelque chose d'intéressant sur Fortnite ou sur d'autres endroits parce que Facebook veut complètement aller... dans cette direction-là aussi. Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est assez intéressant de voir que Fortnite va beaucoup plus loin que les skins et les coups de pioche, quoi. C'est Ready Player One. C'est Ready Player One. J'ai même vu dans le chat des gens les gens le disent qui mentionnent Black Mirror, ce genre de choses. Mais oui, effectivement. Là, on est encore on va dans la fiction. Mais globalement, c'est un truc qui, je pense, va être amené à exister. Je ne sais pas si on sera encore vivant et que Disquette existera encore pour qu'on en parle concrètement. Mais... ça sera dans Fortnite, d'ailleurs. C'est ça. Oui, on en parlera dans Fortnite. Et je serai en avatar d'écureuil. T'es en avatar d'écureuil et moi, j'ai pas assez de connaissances des skins pour
faire une blague drôle là-dessus. Voilà, mais en tout cas, c'était assez cool juste Ludo demande si c'est possible de jouer à Fortnite sur mobile, et oui. Et oui, tu peux, c'est Mais accessible. c'est C'est pas génial, même si j'ai déjà vu j'ai regardé des vidéos de joueurs qui montrent comment ils défoncent des gars joueurs PC, qui donc filment à la fois leurs mains et le jeu en lui-même. Et c'est une dextérité assez fascinante. Je ne sais pas si en termes d'arthrose par la suite ou pas, ça te pose des problèmes aux doigts, mais c'était assez fascinant à regarder. Donc voilà, c'était un petit sujet de mon côté. Toi, je sais que cette semaine... Alors attends, moi, avant je voulais juste terminer sur Travis Scott. Ouais. Parce qu'en fait, du coup, on n'a pas du tout parlé de Travis Scott. Oui, c'est vrai. Il y avait son univers visuel qui était quand même assez compatible avec l'univers vidéoludique. Et je voulais juste te recommander de voir la vidéo de Masqué qui vient de sortir. Enfin, je trouve que c'est un des youtubeurs musique les plus talentueux. Il a un format qui s'appelle La Recette où il décrypte un petit peu les codes de tel ou tel rappeur, et à la fin en fait il fait une sorte de parodie de clip. Et en fait il en a fait une en fait le format est arrêté normalement, et il a fait un format un nouvel épisode hors série de La Recette en partenariat avec je ne sais plus quelle marque de casque. Beats by Dre. Voilà. Ouais, Beats by Dre. Et c'est malgré tout très bien foutu, et la prod du clip parodique à la fin est assez incroyable. Donc voilà, et puis c'est toujours très drôle, très bien foutu. Ouais, c'est vrai que la qualité de ces vidéos, il pop à chaque trimestre, je pense. Au moment des conseils de classe, quand on fait le bilan de ce que les youtubeurs ont fait. Et puis c'est plutôt des pastiches, plutôt des pastiches que des parodies. C'est vrai que je devrais être plus précis sur le vocabulaire en tant que c'est bien, mais auteur de rigolo. On a un chat très au fait de la langue française, et ça j'aime beaucoup. Continue comme ça. J'aime beaucoup. Voilà, ça permet de se donner une idée, et surtout c'est le genre de format sponsor que je trouve intéressant, parce que en gros tu vois que il a eu plus de thunes pour faire un truc, et que c'est ça qui l'a intéressé entre guillemets, et que c'est pas c'est pas un truc Red Shadow Legend pour prendre un chèque et faire quelque chose de pas du tout créatif. Voilà. Bon, après ça reste de la pub, mais la valeur ajoutée est quand même très très. Et d'ailleurs, vraie question, il faut que tu répondes un peu aux gens qui nous suivent, mais avec Calmos, vous avez été contacté par Red Shadow Legend ou pas? Oui. Oui. C'est vrai? Oui, j'ai la proposition Red Shadow Legend. On a déjà eu deux propositions de sponsor, Red Shadow Legend et un truc d'antivirus. Ah oui, d'accord, oui. Je crois que je vois. Mais pas antivirus, anti-coronavirus, malheureusement. C'est dingue. Je pensais vraiment juste faire une blague, mais en fait, non, c'est... Non, j'ai eu le fameux mail Red Shadow Legend. C'est incroyable. Et je me rappelle plus. De toute façon, je vais pas faire la pub sans être payé pour. Oui, c'est ça. N'en parlons pas plus, évidemment. Il faut qu'ils puissent te contacter. Ouais. Vous imaginez Red Shadow Legend au début d'un épisode de rigolo? Oui, il y a beaucoup de liens à faire, effectivement. Je pense de liens à tisser. Après, je m'avance pas parce qu'on sait pas combien de temps la crise va durer. Donc... il y a peut-être un moment. Peut-être qu'il y a un moment. Il va falloir répondre à certains mails. Voilà. Et qu'est-ce que tu voulais parler de quelque chose en particulier? Moi, je voulais te parler d'un autre truc. Ça commence par une anecdote. C'est ma mère qui m'a envoyé un SMS en m'envoyant une vidéo. Alors, il faut savoir qu'elle m'envoie très rarement des vidéos. Elle t'a envoyé par SMS ou par WhatsApp? Ça, c'est très important comme ouais, non, nous, on est une famille iPhone. Donc, on est sur notre groupe familial est sur e-message. Pardon. D'accord. Donc, donc e-message. Oui, donc vraiment la bourgeoisie. Ouais, voilà. Non, mais donc, elle m'a envoyé la vidéo donc par SMS en direct.
Et tu sais, je m'étonne, je me dis pourquoi pourquoi tu m'envoies ça? Et parce qu'elle m'envoie vraiment pas souvent des vidéos, des trucs comme ça. Et en fait, elle dit ah bah c'est marrant, mais tu l'as sans doute déjà vu. Et alors en fait c'est une vidéo, c'est une reprise de Brel sur Vierzon, ou je sais plus ce que c'est la chanson, et en gros c'est une chanson humoristique sur le coronavirus et sur le confinement. Et j'étais absolument de Vesoul, ouais, j'ai dit Vierzon, de Vesoul. et pardon Mélodo. Et en gros je vais sur YouTube et puis je vois il y avait à l'époque il y avait 1,5 million de vues et c'était numéro 1 des tendances, et je l'avais absolument pas vu passer dans ma timeline, hein. C'est pas du tout un truc qui a été partagé par ma timeline, ni la tienne je pense. Non. Et en fait ma théorie là-dessus, donc j'ai dit mais d'où tu l'as eu? Alors en fait c'est ma tante, donc sa sœur, qui lui avait envoyé par WhatsApp. Et donc ma théorie, c'est que pendant le confinement, il y a un internet des mamans qui s'est réveillé là, et où du coup une génération a plus de temps à se faire un peu chier, à squatter internet, les réseaux sociaux et tout, à s'envoyer des trucs. Je pense que vous avez reçu encore plus que d'habitude des mèmes, des fake news, etc. Des fake news de tout genre. Et qu'il y a vraiment un truc où du coup tu peux avoir des buzz assez impressionnants, parce que là c'est une chaîne, là on voit la vidéo, elle est à 3,5 millions de vues, ce qui est quand même énorme depuis le 21 avril. 46 000 abonnés, j'ai regardé, la chaîne avait 500 abonnés avant la publication de la vidéo. Et tu vois, t'as un truc et qui vraiment est par des réseaux qui sont et je pense que ça s'adresse à un public. La parodie, la chanson, elle est sympa, plutôt bien faite, mais c'est pas. Enfin, je pense que ça s'adresse plus à une génération qui est pas celle qui d'habitude fait les tendances de YouTube. Mais alors déjà une question. Ta mère, en l'occurrence, elle a quoi comme habitude sur Internet, sur YouTube? Elle consomme des vidéos, ou c'est vraiment le hasard? Ouais, de base, parce que tu dis... Ah non, pas du tout. Non, où elle regarde pour les trucs que je lui envoie parfois. Mais en fait, c'est... Enfin, après, le truc est pas spécifiquement sur elle, et je lis en même temps le commentaire de Mélodo qui dit j'ai plein de potes de mon âge qui l'ont partagé, je pense juste que ça dépend de la sphère dans laquelle on est. Alors effectivement, il y a peut-être de ça, c'est peut-être pas un truc si générationnel, et qu'il y a peut-être un truc mais en fait ça, dans mon esprit, et quand je dis le WhatsApp des mamans, ça revient un peu au même, c'est-à-dire que je pense que c'est une sphère habituellement moins connectée, qui en ce moment est plus connecté. Tu vois, t'as ce truc de les gens qui sont habituellement à fond sur suivre les réseaux sociaux, YouTube, etc. Se retrouvent un peu débordés par des gens qui en fait la plupart du temps travaillent ou n'ont pas le temps n'ont pas envie de passer du temps sur Internet. Et effectivement, moi, pour donner l'exemple juste de mon père, donc il s'est mis à WhatsApp il y a littéralement, je pense, 2 mois et demi à peu près, et il l'utilise pour ainsi dire jamais. Mais il s'est passé un truc très bizarre, c'est que il a commencé à me transférer, donc évidemment la fameuse fonction de transfert, des vidéos uploadées sur WhatsApp, mais des vidéos de parodie, notamment une vidéo qui parodiait l'idole du 18-25 de jeuxvideo.com, Issou, Aristas, voilà, où c'était une parodie sur le coronavirus, etc. Et en fait, ça m'a fait extrêmement bizarre d'un coup de voir mon père s'immiscer comme ça dans une partie de la culture web, mais même il m'envoyait
un peu des comics, enfin des trucs un peu drôles avec un humour un peu de daron, je trouve aussi. Mais tout d'un coup, effectivement, depuis le confinement, j'ai l'impression qu'il regarde plus de trucs, même ses consommations. Il regarde des séries Netflix qu'il n'aurait pas du tout regardé autrement. J'ai l'impression que ça il y a un nouveau truc qui se met en place et je suis allé là je monte la page tendance actuellement. Alors effectivement, on peut voir Là, on est sur du classique, comme le dit plutôt. The Saladier, effectivement, il y a Arte qui est quatrième en page tendance, ce qui est quand même une belle prouesse, je trouve. Et d'ailleurs, Arte fait un boulot de pourquoi? dingue. Parce que ça j'ai pas très bien compris. Blopinou dit dans le chat un truc drôle en ce moment, c'est la réponse des mascus de droite face au reportage d'Arte sur la muscu. Mais c'est quoi la réponse? Enfin, c'est quoi cette histoire en fait? Tu étais au courant? Alors non, pas du tout, mais Blopinou, je veux bien que tu nous en dises plus. Mais je suppose que ça doit être un reportage qui rebat un peu les cartes de la masculinité et des représentations de la masculinité, que ça n'a pas dû plaire à certaines personnes de droite qui sont en partenariat avec des marques de prot, je suppose. Alors donc voilà, donc bon, il y a la vidéo Norman sur le déconfinement qui est pas drôle, mais alors je sais pas si on va en revoir aujourd'hui, mais hier je suis tombé sur des vidéos simplement des gens qui faisaient du jardinage ou qui disaient je vais aller mettre les semences dans le champ, ce genre de choses. Bon, alors effectivement, pour être complètement honnête, la plage tendance, j'y vais quasiment plus, mais c'était assez dingue de voir comme ça des contenus qu'on n'aurait pas du tout soupçonné atterrir comme ça en page tendance. Tu vois, voilà, il y a la chaîne Passion Rénovation qui est en tendance actuellement, voilà, qui fait de la construction et des travaux dans la maison. Et il y a... Alors, juste si tu peux remonter un petit peu, je m'inquiète pour Axel ASMR qui apparemment a eu le coronavirus. Ah, effectivement, mais apparemment, j'espère que ça va bien. Ça s'est bien passé. J'espère que ce n'est pas du clickbait, en tout cas. Parce que on sait ce que c'est, hein. On se retrouve... Tu crois qu'elle fait des petits bruits de virus en ASMR ou c'est un truc... je pense que c'est encore un peu tôt. Je pense que c'est un peu tôt pour spammer ça. Mais voilà, effectivement, en page tendance, c'était assez marrant de voir... Il y avait un certain nombre de vidéos comme ça, vraiment de jardinage. C'est assez... de pêche aussi, après. Ouais, de pêche, tout ça. Donc, ouais, peut-être que... Je sais pas, peut-être que YouTube sortira un peu des statistiques là-dessus, sur l'évolution de son public. Après, effectivement, il faut rappeler que le public, l'âge moyen du public YouTube est beaucoup plus élevé qu'il y a. C'est juste que les gens ne regardent pas forcément YouTubeurs, ils regardent des tutos, ils regardent des trucs du quotidien, on va dire. Ils regardent aussi des replays d'émissions. C'est juste que j'ai l'impression que là, on voit plus facilement ce public-là émerger, en tout cas. C'est ça, c'est que je pense que dans cette période, ça rebat un petit peu les cartes de l'audience et on va pouvoir de temps en temps voir des trucs qui sortent un peu des canons habituels de ce qu'on voit toujours en tendance YouTube, et c'est plutôt cool, hein. Moi, je dis pas du tout ça pour dénigrer la variété de contenu, au contraire. Alors, et Luc Doff précise que Passion Rénovation, là, que je citais, c'est un copain de Swan Périssé et il a pas mal de visibilité. Donc effectivement, je pense que c'est une raison assez importante de sa présence aussi en tendance. Alors, est-ce que tu voulais ajouter... Sinon, est-ce que... moi je voulais te parler d'un autre truc. Est-ce que tu as suivi ce qui se passe dans le monde du jeu vidéo de manière plus large? Dans le monde du jeu vidéo de manière plus large. Alors, de manière moins large, peut-être, est-ce que tu peux me préciser, réduire un peu l'angle d'attaque? L'affaire avec Naughty Dog oui, bien sûr. Effectivement, c'est vrai on peut en parler parce que ça dit pas mal de choses, je pense, sur l'industrie et sur la période actuelle pour l'industrie du jeu vidéo. Parce que j'ai pas tout compris. De ce que je comprends, c'est sur The Last of Us 2 et que des employés ou un employé a commencé à leaker tous les détails de l'histoire, puis des vidéos importantes, des scènes importantes du jeu, alors que le jeu doit sortir en juin. Ouais, voilà. Alors,
Je vais. Alors en fait, pour recontextualiser un petit peu, The Last of Us, c'est un des jeux les plus populaires de la génération PlayStation 3, PlayStation 4, puisqu'il y a une version remastered sur la PlayStation 4. C'est un jeu qui est sorti en 2013 et qui a vraiment été salué pour sa narration, donc son histoire, l'écriture des personnages, des deux personnages principaux. Notamment, il y a eu un vrai succès. Même l'interprétation, non? Ouais, l'interprétation. Il y a en fait dans C'est le. Ellen Page Alors justement, qui non. est servie pour un personnage. Elle joue pas le rôle. Et il y a eu longtemps cette rumeur comme quoi elle avait servi de modèle, mais a priori ça a été démenti de ce que j'en ai compris. Et ça a été voilà, il n'y a pas de lien direct, même si effectivement visuellement c'est flagrant et tu ne peux pas voir autre chose que Ellen Page. Mais il n'y a pas de lien direct qui ont été faits. C'est pas eux qui s'occupent des doublages. C'est pas elle qui était dans les doublages ou quoi. Et donc voilà, donc ce jeu-là a beaucoup marqué. Je l'ai fait il y a pas longtemps. Effectivement, il est très bien, même si je trouve qu'il est un peu mal vieilli sur certains aspects de gameplay. Mais c'était voilà un jeu drivé vraiment par l'histoire. Les cinématiques, tu ne les zappes pas, tu peux pas les zapper. Et vraiment, c'est ça qui compte. Et puis, donc, il y a eu l'annonce d'une suite qui devait sortir, donc qui doit sortir cette année, donc 7 ans après le premier épisode. Ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé pour pas mal de jeux en ce moment, et ça arrive régulièrement dans l'industrie, c'est que la date de sortie qui était prévue d'abord pour février, ça a été repoussé. Sans qu'on dise forcément pourquoi, mais en termes de production, des fois pour ajouter des fonctionnalités, voilà, le planning n'est pas forcément toujours tenu. Et ça a été repoussé une première fois à la fin mai, et puis ça a été repoussé de manière sans qu'on ait de nouvelles dates, à cause en partie du coronavirus, parce que c'est vrai qu'il faut repréciser, le coronavirus, évidemment, comme sur toutes les entreprises au global, ça a un impact, et je pense que ça aura des impacts sur le long terme, sur la façon dont les jeux sont faits. Et donc ce jeu-là... Et il y a une raison aussi, peut-être pour laquelle ça avait été repoussé, c'est que souvent les deadlines sont difficiles à tenir et qu'il y a le concept de crunch où, voilà. Alors, il faut travailler à mort. Effectivement, c'est assez... En plus, donc là, le studio qui crée The Last of Us, à qui on doit aussi Uncharted, la saga des Uncharted, qui est aussi une saga très, très populaire, ils ont été visés par beaucoup de critiques pour leur culture de crunch, donc c'est-à-dire cette idée de faire... des heures supplémentaires, de travailler jusqu'à très tard, de façon très intensive pour boucler un jeu. Des studios comme Rockstar aussi ont été pas mal visés par les critiques en marge de la sortie de Red Dead Redemption 2, et il y a eu pas mal de débats. Est-ce qu'il fallait acheter le jeu ou pas? Est-ce qu'il fallait dénoncer? Ça n'a pas empêché le jeu de faire des ventes exceptionnelles. Mais effectivement... Et il y a aussi eu toute l'enquête sur Quantic Dream. Oui, voilà. C'est vrai que ça a fait beaucoup parler aussi dans le milieu sur des méthodes de management. Après, voilà, ça dépend vraiment des studios, des cultures d'entreprise, ce genre de choses. Après, voilà, globalement. Naughty Dog, d'ailleurs, sur Naughty Dog, il y a eu, en marge de The Last of Us, il y a eu un article qui a été écrit par le François Hollande américain, un petit peu, Jason Schreier, et comparé à, je sais plus par qui sur internet, désolé, à François Hollande, parce qu'il lui ressemble, mais c'est un des journalistes les plus connus dans le milieu du jeu vidéo, et qui vient de partir de Kotaku vers Bloomberg. Et il avait écrit notamment un livre qui est traduit en français, qui s'appelle De larmes, de sang et de pixels, si je me trompe pas dans l'ordre, qui est vraiment super, où en gros il raconte l'histoire de ces jeux très réussis, mais qui ont eu des productions très très compliquées. Et il parlait notamment d'Uncharted 4. Et il a fait toute une enquête assez intéressante sur The Last of Us 2. Et il y a notamment en intro cette anecdote où en gros il y a dans les locaux de Naughty Dog, il y a des ouvriers qui ont fait des travaux assez tard le soir. Et il y a eu une espèce de tuyau, un effondrement au sein des bureaux. Et en fait, ils pensaient qu'il n'y avait personne encore à cette heure-là dans les bureaux, sauf qu'il y avait encore des employés de Naughty Dog qui travaillaient
à ce moment-là. Ah merde. Et donc, voilà, ça dit quelque chose quand même potentiellement de problèmes que ça peut poser. Donc, voilà. Donc, effectivement, le développement de The Last of Us 2 a été très entaché de ces suspicions de crunch, de cette culture d'entreprise-là. Et voilà, et là, c'est ce qui nous amène là à ce qui s'est passé ce week-end, la fuite via des clips vidéo d'éléments de jeu et d'éléments de l'intrigue. Et comme je disais, c'est un jeu... Des gros spoilers. Voilà, quoi. et comme c'est un jeu vraiment très cinématographique, l'histoire est extrêmement importante. On n'est pas sur du Fortnite, là. On est vraiment sur une intrigue extrêmement travaillée. D'ailleurs... je vous conseille cette... c'est du niveau des leaks de Game of Thrones. Voilà. Enfin, en fait, c'est même pire que ça parce que c'est comme s'il y avait eu des extraits d'épisodes de Game of Thrones qui avaient popé. Quoi. Ouais, et ça révèle vraiment des éléments clés de l'intrigue. Et on parle d'un jeu qui va, je pense, durer au moins une 25-30 heures. J'en profite pour glisser une petite recommandation. Bon, là, la vidéo ne se charge pas parce que mon internet est génial, mais il y avait une interview du directeur créatif et de l'auteur Neil Druckmann qui parlait de The Last of Us et comment ils ont construit l'histoire, les personnages et comment ils ont réussi à créer des émotions chez eux. Voilà, c'est sur la chaîne de Lessons from the Screenplay, avec mon superbe accent. Je vous recommande ça fortement et évidemment, comme d'habitude, on mettra tous les liens en description. Et donc effectivement, là c'est vraiment tragique ce qui s'est passé. Et Naughty Dog au début n'a pas forcément tout de suite répondu. Il y a eu des suspicions, mais c'est encore rien de confirmé que c'est un ancien employé en colère contre Naughty Dog qui aurait leaké ces éléments-là. Donc ça fait écho à toute la culture de crunch potentiellement, ce genre de choses. Donc ça fait ressurgir pas mal de polémiques. Après moi, à titre personnel, je trouve que c'est triste en fait pour tout le monde ce qui s'est passé là, parce que c'est triste pour les gens qui ont travaillé sur l'histoire, c'est triste pour les employés qui ont énormément travaillé là-dessus dans des conditions qu'on suppose très, très compliquées. Et donc voilà, donc Naughty Dog espère que les gens vont pas spoiler pour les autres et que les gens attendront maintenant jusqu'au 19 juin, donc la dernière date de sortie annoncée, pour vraiment découvrir le jeu, quoi. Mais parce que en fait, à première vue, je me dirais, si tu as envie de jouer au jeu et que tu l'attends, il suffit de pas aller voir les spoilers. Mais en fait, ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi un relais de gens mal intentionnés qui vont balancer partout des spoilers sur les réseaux sociaux qui vont reprendre les clips, qui vont dire ce qui s'est passé dedans. Enfin, je comprends pas comment tu peux éviter le truc, quoi. Bah oui, l'éviter, là encore, tu faisais de parler avec Game of Thrones, c'est pas forcément facile. Tu peux muter des mots, etc. Mais il suffit de pas grand-chose, hein, des fois. Il suffit même d'une conversation, il suffit de quelqu'un dans une story Instagram qui surgit devant toi. Mais c'est la même chose, comment dire, le week-end où le jeu va sortir pour de vrai, les premiers joueurs vont spoiler aussi. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais après, je pense que là encore, comme une série, donc tu veux pas te faire spoiler, tu vas pas sur les réseaux, tu mutes les bons mots. En période de Star Wars, c'était pareil, hein. Moi, j'avais tous les noms de les tags des gens qui shippaient Kylo et Rey, avec les noms de code de couple, etc. Je les avais bloqués parce que je me disais potentiellement ça sentait pas bon. Il y a une remarque intéressante de Luc Doff qui dit qu'il avait lu un tweet de Nicolas Turcef, donc @doc_elincia à ce sujet ce matin, et je cite: je trouve intéressant que le sabotage industriel, l'une des plus vieilles méthodes d'action syndicale, fasse son irruption dans le milieu du jeu vidéo. En termes d'action radicale à l'échelle individuelle, le leak a un ratio et fort impact assez conséquent. Effectivement, là tu pouvais difficilement faire plus impactant pour le travail d'écriture là-dessus. Après, voilà, moi je suis un peu partagé. Tu comprends le truc dans quel sens? Parce que quel est
quel est l'impact positif, enfin en termes d'action syndicale, quel est l'impact positif pour les salariés? Je vois pas le Eh ben, si en je pense retirer. que les salariés derrière, si après c'est toujours compliqué d'un point de vue syndical aux États-Unis, mais si ils commencent à essayer de négocier, de faire grève, de monter un syndicat pour demander et imposer des horaires de travail plus stricts. Après, tu vois, en fait ce qu'il y a derrière, c'est que euh, ce qui est raconté dans les articles et dans les témoignages anonymes d'employés, c'est que les gens, on leur dit oh, restez pas trop tard, hein, respectez vos horaires, mais qu'en fait, comme d'autres le font, d'autres dépassent ces horaires-là, et ben, t'es poussé indirectement à rester plus tard. Ouais, il y a une Mais c'est culture voilà, d'entreprise. c'est des choses qu'on peut voir aussi des fois, pour parler un peu des milieux qu'on connaît plus, dans les rédactions de certains médias, hein, où l'horaire strict, c'est pas quelque chose qui est toujours bien vu, quoi. Donc voilà, c'est un peu compliqué, je pense, pour les employés. Mais après, on verra. Il y a eu pas mal d'articles sur le crunch ces dernières années. Est-ce que ça a changé vraiment grand-chose depuis? Je sais pas, je connais pas assez. Voilà, après, moi là encore, je vais faire un disclaimer. Maintenant, je bosse dans l'industrie de jeux vidéo. Euh, et, euh, et donc, bon, voilà, j'ai un regard forcément biaisé d'une façon ou d'une autre. Mais c'est vrai que des articles que je lis, des témoignages qui sortent régulièrement dans certaines entreprises, et notamment Rockstar et Naughty Dog, c'est vrai que c'est des choses qui reviennent malheureusement régulièrement, quoi. Donc, voilà. Ouais, mais et c'est vrai que ça paraît, enfin, pour sortir de ce genre de situation, effectivement, la voie syndicale paraît un peu évidente parce que, mais en fait, elle se heurte aussi à une culture et à un côté, je dirais même, enfin, c'est même sans doute lié à des sujets de masculinité, tu vois, d'être ah ouais, on est des super développeurs, on peut se tuer à la tâche, machin. Bah, Enfin, c'est donc c'est le assez, culte de la performance que tu retrouves chez certains ouais, voilà. streamers qu'on ne citera pas, mais effectivement, tu as ce côté un peu malsain qui peut se retrouver. Ouais. C'est compliqué, quoi. Mais ouais, c'est intéressant à suivre. Toi, pour parler du jeu, tu y as joué au premier. Moi, je l'ai récupéré Mm. sur PS4 récemment. Il était dispo dans le PSN Mm. mensuel. Mm. Mais j'ai pas été très loin. Alors oui, oui, j'y ai joué, mais j'y ai joué cette année, donc un certain nombre d'années après sa sortie. Effectivement, j'avais joué à Mm. d'autres jeux entre-temps, et c'est vrai que le gameplay très linéaire, l'IA des ennemis telle qu'elle est faite, ça a un peu vieilli. Après, effectivement, l'histoire est touchante. Tu te prends vraiment d'affection pour les personnages, tu as envie de savoir où ça va, et tu sais, en fait, c'est ça aussi, c'est que tu sais que quoi que tu fasses, ça va aller au point B en fait. On t'y emmènera et voilà. Donc Mm. aujourd'hui avec l'interactivité, les choix multiples, il y a tout un tas de jeux en monde ouvert avec l'impact de choix de joueurs de plus en plus important. C'est vrai que peut-être que ça m'a un peu sorti de cet aspect-là très linéaire, mais en même temps, voilà, là ils vont adapter. Enfin, je sais pas, je pense que c'est toujours en cours, mais ils vont adapter ce jeu-là sur HBO avec le co-créateur Ouais. de Tchernobyl. Pour moi, c'est génial. Enfin, j'ai très très envie Mm. de voir ça, et je pense que ça peut être vraiment 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 top. Donc bon, c'est assez. Même s'il faut se méfier des adaptations de jeux vidéo de manière Oui, générale. voilà, les adaptations de jeux vidéo, on pourra en faire tout un épisode. Mais là, j'ai envie d'avoir confiance. J'ai quand même envie d'avoir confiance. Est-ce que Cool. il y avait un autre sujet que tu voulais aborder? Je sais que dans le chat, on nous demandait de parler de la vidéo sur le confinement, le déconfinement même de Norman, coécrite d'ailleurs par Kader Aoun. Ah bon? Oui, oui, J'ai oui, pas oui, du oui, tout oui. suivi ça. Ben, je te conseille Et d'aller voir l'idée, cette vidéo qui est coécrite par Kader Aoun, un peu le. fais voir un peu à quoi ça ressemble. Alors attends, je vais te montrer ça. On va essayer
de naviguer sur mon ordinateur. Parce que et ils avaient déjà une collaboration, genre Ah oui, Kader, les spectacles. ouais, c'est ça. Et moi, je me rappelle, ils sont vraiment liés. Ah, mince, je clique sur le profil au lieu de cliquer directement sur la vidéo. Je suis vraiment vieux. Un boomer. Un gros boomer. Un boomer, tout simplement. Et alors, à ma non-surprise, cette vidéo m'a pas fait rire. Comme ces deux vidéos précédentes sur le confinement lui-même. Donc là, Norman, c'est un peu particulier parce qu'il fait tout de chez lui. Il filme à l'iPhone, a priori. Et c'est pas très drôle. En fait, j'ai l'impression de voir... une espèce de condensé de vannes Twitter passer au Magimix. Ça fait pas une bouillie très 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 intéressant. Il essaye de faire des appels à l'actualité, etc. C'est pas. Tu sais que ça me fait penser. Ça me fait penser je sais pas si t'es tombé là-dessus, le nouveau format court de France 2. Qui est fait par des personnalités depuis chez eux. Ouais. T'as vu ça? Non, j'en ai pas regardé, on en a parlé pas forcément bien, mais je sais pas ce que t'en penses. Et en fait, j'en ai juste vu un petit bout. Je crois que c'est après le journal, je sais plus comment ça s'appelle. Et ouais, en fait, c'est une sorte de service après-vente du coronavirus. Et ils font la hotline en s'appelant et en jouant des personnages. Et donc tu retrouves justement. Alors, il y avait pas Franck Dubosc, mais il y avait Elise Moon dans la même cuisine que sa vidéo avec Franck Dubosc. Et ouais, ça devient. Mais c'est peut-être ça l'avenir vraiment de la télé de plus en plus low cost. Les gens à l'arrache chez eux, ils sont dans leurs énormes baraques à faire des vidéos en pyjama. Pourquoi pas. Il y a Yinkies dans le chat qui vivent très mal le confinement. Je pense au meilleur Suisse d'entre nous, Thomas Wiesel, qui fait des vannes montage horribles sur Twitter depuis 1 mois. Écoute, tu me donnes très envie d'aller voir parce qu'effectivement, ça a l'air très 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 savoureux. Après, il y a la chanson de Freddy Gladieux qui est plutôt. Oui, voilà. Après, il y a des contre-exemples. Il y a des contre-exemples assez marrants. Mais c'est des gens, je trouve, qui étaient déjà complètement au fait des réseaux sociaux et des codes et de savoir détourner tout ça, quoi. Ouais, mais tu vois, après, pour le coup, je vois la vidéo de Norman, mais a priori, c'est complètement son terrain de jeu. Enfin, il revient aux sources de faire du podcast à l'ancienne en se filmant chez lui. Je te conseille de la regarder parce que moi ça fait longtemps que Norman me fait plus rire. Il m'a perdu en tant que public, mais bon, ça c'est un cliché de dire ça. Je pense qu'il y a le public a pas mal changé. Les gens de notre âge, c'est plus du tout l'humour qu'on cherche. Mais ouais, il faudra qu'on en reparle plus précisément. Je pense qu'il faudra qu'on fasse une émission où on parle un peu plus en détail des youtubeurs de la première génération, de ce qu'ils deviennent, de ce qu'ils continuent à produire ou non. Parce que là, tu as encore un exemple, Kemar, il a publié 3 vidéos, mais incompréhensibles. Ou alors, il faut être un Kemariste depuis le day one pour comprendre ce qui se passe. Mais il a fait des vidéos où il invente des faux jeux vidéo de type Pong un peu, et où il met du commentaire sportif dessus, le sien, mais ça dure 45 secondes, 1 minute. Il a aussi fait une vidéo où c'est ses morceaux à lui apparemment, une espèce d'électro-allemande, 50 minutes de musique électro-allemande. Ok. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est le moment de faut tester des trucs. En fait, je pense que soit j'ai pas encore réussi à comprendre ce qu'il cherche à faire, soit je sais pas, soit je m'inquiète un peu pour lui. Mais voilà, en tout cas, je pense que ça sera. En revanche, c'est McFly et Carlito qui du coup sont. Après, je pense que ils ont intérêt à ne pas trop être présents. Ils avaient déjà annoncé avant le virus finalement qu'ils arrêtaient de faire les vidéos tous les dimanches. Je pense que eux, à distance, leur dynamique fonctionne pas vraiment, pas aussi bien, donc ils ont plutôt intérêt d'attendre de pouvoir se retrouver en vrai.
J'imagine qu'ils se concentrent Je pense sur qu'il prévoit des gros projets parce que ça doit bouillonner, je pense. J'avais déjà vu, oui, il y avait une story, ils disaient, ça me manque de faire des vidéos, enfin des grosses vidéos, quoi, entre guillemets. Ouais. Après, si tu peux pas tourner pendant un certain temps, faire des gros tournages avec du monde et des choses comme ça, là, au vu des dernières annonces, effectivement, ça va être compliqué, quoi. Il y a Blopinou qui dit que Kemar, on dirait un artiste expérimental qui s'est perdu sur YouTube. Mais écoute, oui, en fait, moi, sans forcément aimer ça, je trouve ça bien quand même qu'il y a ce type de contenu-là, parce que justement, on sort des contenus très produits, où il y avait cette espèce un peu de fuite des gens qui faisaient un peu du sale vers toujours le réseau social suivant où c'était pas encore trop pollué et trop esthétisé. Effectivement, Kemar, tu peux lui reconnaître ça. Après, voilà, je passe à côté, on va dire. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, Yankist, les comiques habitués au format fait à la maison sont clairement au-dessus du game. Du confinement, effectivement, Jérôme Niel et Freddy Gladieux, pour ne citer que, c'est une régalade. Hein, Mais du coup, c'est quoi le problème avec Norman? C'est qu'il s'est embourgeoisé avec le temps? C'est qu'il sait plus faire les vidéos? Non, mais c'est juste qu'en fait, nous, on a grandi, notre humour a évolué. Ouais. Après, moi, j'ai pas du tout grandi avec Norman. J'ai jamais pour le coup, j'ai vraiment grandi avec Norman. Au lycée, début de fac, c'était le ping-pong qu'on se partageait sur Facebook. Hein. Vraiment, je suis pile dans le public de Norman, même si j'étais déjà un peu plus âgé, je pense, que son public à l'époque. Mais non, je pense que son humour, il a peur de tenter des choses différentes parce qu'il a peur de perdre son public actuel. Et le public qu'il a dans les salles de spectacle, c'est des ados. Tu les vois avec les parents, etc. Et puis... Norman, c'est un daron. Ouais, c'est un daron, mais même ses vidéos sur la paternité, je les trouvais très, très lisses, quoi. Je trouve ça dommage. Et oui, l'aspect, effectivement, Blopinou, je suis d'accord avec toi, sa prise de conscience, l'aspect tâtonnement des premières vidéos, ça le rendait touchant. Ouais. Et là, aujourd'hui, c'est plus la même. Et il se fait accompagner de Kader Aoun, d'autres auteurs qui ne sont pas toujours cités dans les vidéos, mais je pense qu'il a une nouvelle crise de confiance sur son humour. Ça ne doit pas être facile pour lui, hein, honnêtement, actuellement, de savoir quoi faire. Mais voilà. Bon, on en reparlera, je pense, dans une autre émission. Dans le doute, ne rien faire. Dans le doute, ne rien faire. Est-ce que c'est le mot de la fin? Est-ce que tu voulais faire une recommandation un petit peu de fin d'émission ou pas? J'avais pas vraiment de recommandation. Là, si ce n'est, alors, on a testé. Si tu as une recommandation, tu as la chaîne Calmos sur Twitch. Ça, c'est une... Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. On a testé hier avec Hugo de faire un live Twitch donc sur twitch.tv/calmosclub si vous voulez aller vous abonner. Donc là, on a joué à un jeu qu'on avait développé à l'époque sur Vodcaster, ça s'appelle le Movie Quiz. Et voilà, bon, c'était un peu expérimental, qu'on réfléchisse un peu au rythme, à ce qu'on peut faire. Et puis je pense que voilà, la chaîne pourra nous servir. Peut-être qu'on fera des sortes de quiz où le chat doit jouer, des choses comme ça. Il y a pas mal de possibilités, mais bon, c'est vraiment un peu pour voir ce qui est possible. C'est expérimental. C'est expérimental, et aussi là on est en train de finaliser un nouvel épisode de Rigolo. Qui j'espère sortira bientôt. Cool. Et à cette occasion, peut-être qu'on pourrait faire d'ailleurs un live un peu pour parler des vidéos, des choses qu'on n'a pas mis dedans, etc. Donc voilà pourquoi on s'est lancé sur Twitch. Ouais, mais comme Ernie le dit, un blind test. En fait, on réfléchit à des trucs. À un dispositif où les gens pourraient jouer en direct et ça peut être assez amusant parce qu'on avait fait en fait en vrai des soirées dans des bars, des quiz ciné dans des bars, et on se dit pourquoi pas faire un peu le format de quiz dans un bar, mais de le faire sur Twitch avec les gens qui jouent et qui répondent en direct. Voilà. Ça peut hashtag restez chez vous, bien sûr.
bien sûr. Oui. Moi Et j'ai une toi, petite une reco? recommandation, mais c'est parce que c'est un peu mon obsession du moment. C'est en termes d'illustration, j'aime beaucoup suivre des personnes qui ont le style de ce monsieur qui s'appelle Eli Huo. Donc Eli.hcomics sur Instagram. Il a étonnamment peu d'abonnés, je trouve, pour le talent qu'il a. C'est un monsieur voilà, qui a... Alors évidemment, je peux pas vous montrer les dernières, mais c'est génial Instagram. Je devrais me connecter. Je peux même pas vous montrer en gros plan ce qu'il fait, mais voilà, il a une vraie inspiration SF, la BD des années 70-80, la BD un peu fantastique, de science-fiction des années 70-80. Il a un trait, il a une plume que je trouve géniale, et voilà, globalement, je trouve qu'il mérite d'être encore plus connu qu'il ne l'est déjà dans son milieu, parce qu'il a, voilà, il a un talent dingue, il a un crayonné. Évidemment, il fait des vidéos un peu making-of de ce qu'il fait, et on sent la précision du trait, parce que vraiment là, on est sur un degré de détail assez dingue, quoi. Ça se joue vraiment au bout de la plume, et c'est vraiment magnifique ce qu'il fait. J'adore suivre ce compte-là. Et tu peux pas nous montrer alors en plus grand. Alors si, attends, j'essaye de faire un truc. Il faut que tu te connectes. Ouais, il faudrait que je me connecte, mais je vais faire comme ça à la salle en zoomant dans le navigateur. Voilà, là je pense qu'on voit un peu mieux globalement. Sinon ton mot de passe c'est Flan du 95. Alors c'est Kevin Flan 95 base de loisirs @CRJ. Base de loisirs. Voilà. Mais c'était presque, t'avais un truc. Forever. Mais voilà, ça typiquement je trouve son boulot voilà, magnifique, et c'était ma petite recommandation, parce que je passe beaucoup de temps sur son compte et d'autres un peu du style. Et d'ailleurs, si vous avez des comptes un peu dans ce genre-là, je suis très preneur. N'hésitez pas à me les envoyer. Mes DM sont toujours ouverts. Mais même d'ailleurs, nos DM sont ouverts aussi s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde dans l'émission. Faut pas hésiter à nous contacter là-dessus, parce que c'est vrai qu'on fait notre petite veille, mais on voit pas forcément tout passer. On est toujours preneur d'idées, de sujets qui vous intéresseraient aussi. Voilà pour nous. Yes. Je pense qu'on va pouvoir rendre l'antenne officielle comme d'habitude. Merci beaucoup aux personnes présentes dans le chat, malgré une concurrence aujourd'hui très forte sur Twitch, féroce. Évidemment, hein, avec les copains Thomas Hercouet, il y avait Pierre Lapin notamment, Nathalie qu'on adore et qu'on vous recommande de suivre vivement si vous ne la connaissez pas encore. On la raid. Oui, on va la raid évidemment. Merci à tout le monde, je vous souhaite une bonne soirée. Merci David, et puis merci Vincent. Très vite. Je vais arrêter l'enregistrement, et puis on se dit à la semaine prochaine. Bisous. To do the right thing, it's really simple for you. The copyright law, it will tell you what to do. Buy one for every computer you use. Anything else is like going to the